Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 8e numéro de Retour de partie, le second consacré à Blade in the Dark. Voilà, dans le premier, je vous ai parlé de la préparation de la campagne et du jeu en général, puis du premier coup, de la manière dont je l'avais abordé, et là, plutôt que de vous décrire la façon dont j'ai préparé tous les coups, etc., j'ai préféré m'attarder sur deux points, le premier sur le rythme du jeu, et le second sur les horloges. Allez, c'est parti. Alors je vais parler tout d'abord du rythme des parties sur Blade in the Dark. Quand on lit le jeu, il te dit, bon ben voilà, les premières sessions, a priori tu vas faire un coup par session, et plus ça va aller, plus il sera possible de faire 2 à 3 coups par session. Là-dessus, je mettrai un petit bémol pour deux raisons. La première, c'est selon la durée de vos sessions. Moi, personnellement, sur la chaîne, et même mes parties de jeux de rôle offline, font entre 3 et 4 heures, rarement plus. Même jamais, voilà. C'est un rythme que je trouve très bien pour la concentration, pour la qualité des échanges, etc. Après, chacun fait comme il entend. Et en plus de cette histoire de durée de session, il y a aussi la façon dont vous abordez le jeu. Concrètement, pour moi, on peut distinguer deux manières d'aborder Blade in the Dark. C'est un jeu, comme j'ai expliqué lors de la première vidéo, qui est découpé en phases. Vous avez la phase de coup à proprement parler, la phase d'activité de temps mort, où on résout l'après-coup, où les joueurs et joueuses jouent les activités de temps mort, et ensuite la phase de temps libre, où là on cherche un nouveau coup, des informations, etc., etc. Ici, si vous prenez beaucoup de temps à toutes les autres phases par rapport au coup, forcément, par session, vous allez jouer moins de coups. D'accord ? C'est l'option que nous on a pris. Concrètement, on prenait notre temps pour narrer, jouer même les activités de temps mort. On prenait notre temps pour jouer les imbroglios. Par exemple, les imbroglios, c'est les événements qui vont arriver après le coup. Si l'équipe a fait beaucoup de raffus lors du coup, elle a plus de chances d'avoir des imbroglios puissants et assez néfastes. Donc là, il y a deux options. Les imbroglios, dans le livre, ça tient sur un paragraphe avec des conséquences mécaniques et fictionnelles. Vous pouvez très bien narrer en quelques mots les conséquences fictionnelles et appliquer tout de suite la mécanique. Avec des choix généralement, par exemple, oui, alors soit tu esquives l'interrogatoire et tu as 3 de raffus en plus, soit tu l'esquives pas, mais tu prends sur la tronche. Si vous faites ça très rapidement, bien évidemment, vous allez gagner du temps pour le reste du jeu. Ben voilà, ça va dépendre des envies de chacun et des envies de la table. Si vous voulez vraiment vous axer sur la gestion de la bande, la progression de la bande, la prise de territoire, etc., je vous conseille d'accélérer les phases entre les coups, en fait, pour vraiment se concentrer sur les coups à proprement parler. Parce qu'en fait, c'est les coups qui font avancer l'équipe, la bande et l'environnement, je dirais. Le reste est beaucoup plus lent. Donc voilà, ce rythme de partie va dépendre vraiment de vos choix. Moi, personnellement, et l'équipe a pris beaucoup de plaisir à prendre son temps lors des activités de temps mort, à développer le vice, avoir des contacts récurrents, faire vivre en fait Duskwall et les personnes qui gravitaient autour des personnages joueurs et autour de la bande. Tout comme les phases de temps libre où là on avait vraiment des scènes qui étaient jouées par moment plutôt que d'être narrées ou tout simplement se gérer sur un jet de dés. Admettons, un des personnages joueurs veut aller à la bibliothèque chercher des renseignements sur un bâtiment quelconque. Ben là vous avez plusieurs options. Vous pouvez jouer totalement la scène parce que vous estimez qu'il peut y avoir un enjeu parce qu'il n'a pas forcément les accès, etc. Ou alors ça peut être un coup à proprement parler aussi, si par exemple s'y introduit. Ou bien vous pouvez décider de faire ça totalement mécaniquement. Ok, tu recueilles ces informations, de quelle manière, comme ça, pas de problème. Le risque c'est ça, allez on jette les dés, on a le résultat, merci, au revoir. Et là du coup vous gagnez beaucoup de temps, et effectivement, si vous prenez ce chemin-là, vous pouvez faire plusieurs coups par session. À vous de voir du coup comment ça vous plaît. Là c'est vraiment en discuter avec la table et établir ça dès le départ, je pense que c'est une bonne chose. Les activités de temps mort, quant à elles, peuvent aussi prendre énormément de temps, parce qu'on a vu qu'il y avait le temps libre avec la recherche du prochain coup, la recherche d'informations, et aussi les imbroglios qui pouvaient prendre du temps, mais concrètement, les activités de temps mort, selon comment on l'aborde, ça peut prendre du temps. Parce que de base, tous les PJ ont 2 actions de temps mort, sauf s'ils sont en guerre ou ils en ont qu'une, et en plus de ça, ils peuvent aussi payer 1 d'argent à chaque fois pour avoir une action supplémentaire. Donc on peut se retrouver avec des activités de temps mort qui prennent énormément de temps entre les coups. Donc là, c'est pareil, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors concrètement, toutes les activités de temps mort ne sont pas intéressantes à jouer. Par exemple, l'entraînement, à la limite,
Vous allez jouer la première, la seconde, la troisième scène d'entraînement en mettant un peu de couleur, ouais je fais ça pour m'entraîner et tout ça. Bon, au bout de la quatrième ou cinquième fois, j'avoue que ça passe un peu au-dessus et on enchaîne. Par contre, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes, comme baisser le raffut, de quelle manière le personnage va s'y prendre, qu'est-ce qu'il va faire, à qui il va aller parler, quels peuvent être les risques ou les implications, voilà, donc ça va dépendre aussi. Mais vous pouvez très bien choisir de jouer toutes les activités de temps mort vraiment de manière mécanique. Donc voilà, l'après-coup est assez long parce qu'il faut gérer les récompenses, le raffut, les imbroglios, les activités de temps mort et tout ça. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment compresser tout ça ou prendre votre temps, voilà. Alors, la gestion des horloges dans Blade in the Dark. Alors, le principe des horloges, c'est très simple. Hein. Vous prenez une horloge avec 4, 6, 8, 10 ou 12 crans. Et du coup, ça va déterminer un peu une chronologie ou des étapes à remplir avant que quelque chose se produise. Pour la faire simple, par exemple, la bande agit sur le territoire d'une autre bande. Elle décide de ne pas payer de pot de vin ou de ne pas payer de rétribution, ben vous allez créer une horloge à 6 crans, admettons, parce qu'elle n'est pas très patiente, la bande adverse, sur sa patience, la patience des foulards rouges, tiens. Et du coup, à chaque fois que la bande fait des actions qui vont à l'encontre des foulards rouges ou ne les paie pas quand ils agissent sur le territoire, vous allez cocher des crans et quand le cran arrive au bout, concrètement, ça va taper fort. Mais vous pouvez aussi décider d'étapes intermédiaires. Admettons, quand il y a 3 crans, là, il y a le chef de la bande des foulards rouges qui va rendre une petite visite au PJ, leur dire « Attendez, là, ça suffit, vous déconnez trop, soit vous changez de cap, soit ça va mal se mettre, quoi. » Voilà, donc l'idée, c'est ça. Ça peut aussi être utile pour gérer de l'action. Admettons, il y a un manoir à infiltrer, et vous créez un compteur à 4 crans, la sécurité du manoir. Première description, vous êtes dans le jardin, il y a des chiens de garde, il faut les passer. Boum, vous jouez, ils passent les chiens de garde, un cran se remplit, vous arrivez devant les fenêtres, elles sont cerclées de plomb et fermées de l'intérieur, un deuxième cran est placé, etc. Voilà, donc ça sert à ça les horloges. Et donc, j'avoue qu'au premier abord, c'est pas si simple que ça à gérer. Le fait d'avoir Kelren dans la partie qui a déjà maîtrisé, enfin joué à Blade in the Dark, et qui est un peu plus calé que moi sur notamment les jeux propulsés par l'Apocalypse, qui propose souvent comme ça des horloges pour les menaces et autres. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces retours parce qu'à chaque fin de partie, bien évidemment, on débriefait et je vous conseille de le faire. Et du coup, il en est sorti petit à petit une amélioration de ma gestion des horloges pour arriver un petit peu à quelque chose de satisfaisant. Et donc, je vous retranscris là. Pour moi, les horloges, et pour d'autres aussi, il faut vraiment qu'elles soient, entre guillemets, dézoomées. Je m'explique. On va reprendre l'exemple du manoir. Si vous créez une horloge pour un coup qui est simple, par exemple le cambriolage du manoir, si vous créez une horloge pour l'infiltration dans le manoir, une horloge pour trouver l'objet à chercher dans le manoir, une horloge pour combattre les gardes dans le manoir, vous risquez de vous retrouver avec une multiplication d'horloges et une complexification du coût et de la fiction. Alors que vous pouvez très bien créer une seule horloge, à 6 ou 8 crans, mettons, avec récupérer l'artefact chez Skurlock, tout simplement. Du coup, cette horloge qui est assez large et dézoome fortement pourra intégrer le fait d'infiltrer le manoir, mais aussi le fait de mettre la main sur l'objet. Du coup, vous allez vous retrouver avec une horloge globale pour le coup, qui sera beaucoup plus simple à gérer, d'accord? Et ça vous permet de ne pas vous emmêler les pinceaux. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident à maîtriser au début, ça demande un petit peu de rigueur et de tâtonnement. Petit à petit, on trouve les choses les plus pertinentes à créer en horloge, voilà. Des exemples concrets sur ma partie, parce qu'on est aussi pour parler de ça. Je me rappelle avoir créé une horloge pour la destruction d'une porte. Là, c'était clairement une mauvaise idée, parce que du coup, on se retrouve avec quelque chose qui prend du temps et qui est pas super intéressant, avec Portis qui fait un premier jet pour tenter de détruire la porte, hop, ça coche qu'un seul cran, un deuxième jet, ça coche 3 crans, et on n'avance pas comme ça, donc c'est plus intéressant du coup de vraiment créer des horloges qui dézooment. Alors, si vous voulez faire des coups plus complexes, vous pouvez imaginer une horloge pour s'infiltrer quelque part et une horloge pour en sortir, pour échapper au poursuivant par exemple, ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut éviter de créer des horloges beaucoup trop précises, ou du moins les horloges ne viennent en jeu que quand vraiment il y a de la tension et de la complexité sur ce que l'équipe tente de réaliser, ou tente d'abattre. Par exemple, si c'est de simples gardes, vous n'allez pas créer une horloge pour chaque garde, mais par contre si c'est un contingent de gardes, là oui, vous pouvez créer une horloge, ou alors si c'est un monstre, un démon, là vous pouvez créer une horloge. Voilà, c'est vraiment, ça tend vraiment à la complexité et aux enjeux que vous allez poser à la création des horloges.
Sinon, voilà, pour discuter un peu de la partie et de ces deux éléments sur la même partie, j'aurais presque un regret, je dirais pas un regret, mais j'aimerais quand même voir l'autre côté du miroir de Blade in the Dark. Là, nous, on a pris le parti de beaucoup jouer entre les coups. Du coup, on s'est éclaté, hein, ça nous a permis de bien développer les personnages joueurs, bien développer Code Duskwall, les relations, les contacts, etc. Par contre, je trouve qu'on a joué très peu de coups, et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais voir une partie de Blade in the Dark avec, tant pis, on se prive un peu des activités de temps mort, du temps libre, etc. On compresse un peu tout ça, mais on fait beaucoup plus de coups, et du coup, on a un rythme beaucoup plus élevé, la bande évolue vraiment, elle prend des territoires, il y a des guerres, il y a des machins, voilà, il y a plus d'interaction entre les factions et les autres bandes. Et aussi, ça peut permettre d'avoir beaucoup plus de vie au sein de la bande, parce que du coup, en faisant peu de coups, bien évidemment, il y a moins de chances que les gredins passent à la trappe, chopent des folies, meurent tout simplement. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des personnages qui survivent de bout en bout si on fait moins de coups, alors qu'ils ont plus de chances. Voilà, du coup, c'est vrai qu'on a pris ce parti pris, mais j'aimerais bien voir l'autre possibilité de jouer à Blade in the Dark autrement. On verra si un jour je le fais. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà, j'espère que ce retour de partie vous a plu. De toute manière, c'est consacré à Blade in the Dark, mais concrètement, par exemple, les horloges, ça peut permettre de gérer n'importe quel scénario, n'importe quelle partie de jeu de rôle. Je trouve que c'est des outils très utiles, je m'en sers de plus en plus. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en aimant, en partageant et en commentant la présente vidéo et les autres d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas de la vidéo et aussi sur la cloche si vous voulez recevoir les notifications de live et de sortie de vidéos. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne de manière plus active via Tipeee, en prenant un tip, même à 1 €, c'est déjà un très bon début, via Utip, et aussi avec un don libre si le cœur vous en dit. Voilà, merci à toutes et à tous encore, et à bientôt.